Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. C'est l'épisode 226 aujourd'hui qui marque la fin de ce premier mois de l'année. Ce mois de janvier est désormais derrière nous. De mon côté, même si mes objectifs en course sont encore assez lointains, ils n'interviendront qu'en avril. Ce mois de janvier aura quand même été un mois prolifique avec pas moins de 22 sorties en course à pied. La montée en charge se poursuit, j'ai effectué des sorties beaucoup plus longues allant jusqu'à 1h30 et bien évidemment du renfort. C'est donc un mois de janvier très long mais qui aura été positif. Autre point positif, c'est de recevoir vos petits messages, vos commentaires et plus particulièrement celui-ci de Jennifer qui me dit « Merci Sébastien pour ton podcast très varié autour de la course à pied et ses dérivés. Un podcast tout-terrain pour aborder de nombreux thèmes comme l'entraînement, la nutrition, les petits tips pour nous aider à progresser. Longue vie à ton podcast. » Alors du côté de la Corse, je te remercie pour ce message via Apple Podcast. Et si vous n'êtes pas utilisateur de ce support, sachez que Spotify vous permet de laisser également des petits commentaires que je valide au fur et à mesure et qui sont publiés directement sous chaque épisode. Donc n'hésitez pas, laissez votre avis, laissez vos commentaires. C'est ce qui permet une plus grande visibilité du podcast semaine après semaine. C'est vers la science, et plus particulièrement la science de l'endurance, que nous allons nous tourner aujourd'hui avec la réception de deux invités qui sont déjà passés par le podcast, qui m'accompagnent au quotidien, l'un pour sa planification de l'entraînement en la personne de Xavier et le second, Fabrice, avec qui nous avons travaillé il y a quelques mois maintenant sur plusieurs épisodes consacrés au sucre et comment l'éliminer de mon alimentation. Ces deux invités, experts et amis dans la vie, reviennent aujourd'hui avec un ouvrage qui vient de sortir aux éditions Thierry Soucard. C'est La science de l'endurance, 40 découvertes qui doivent nous permettre d'améliorer nos performances. Alors nous allons découvrir cette importance de la planification de l'entraînement, quelles sont les séances efficaces pour progresser, mais également quelques astuces au niveau alimentaire, notamment l'importance du microbiote. Dans cet ouvrage, Xavier et Fabrice nous entraînent dans des mythes, dans des croyances qu'ils sont allés confronter à la science, à différentes études. Alors si vous cherchez des réponses précises et claires à des sujets en lien avec la course à pied, ce livre est fait pour vous. Vous découvrirez également des témoignages illustrant ces différentes questions, témoignages d'athlètes de haut niveau qui viennent appuyer, étayer ces nombreuses thématiques. Ce livre, réalisé de façon très ludique, part toujours d'une croyance, est ensuite confronté à la science et vous disposez d'un petit résumé pour synthétiser les recherches de nos deux experts. Un grand merci à vous deux, Xavier et Fabrice, pour avoir pris du temps pour venir échanger derrière le micro du podcast sur votre nouvel ouvrage. Et il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de Fabrice Kuhn et Xavier Téchenet. C'est la science de l'endurance au programme de ce nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Bonjour Fabrice, bonjour Xavier, on se retrouve pour un nouvel épisode ensemble. Nous avions fait un épisode consacré à la récupération. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver puisque vous avez coécrit un ouvrage qui s'appelle La science de l'endurance aux éditions Thierry Soucard et nous allons en discuter. Qu'est-ce que dit la science par rapport à notre pratique, à nos croyances ? Vous avez réalisé un travail de titan les garçons pour sortir ce bel ouvrage juste avant les fêtes de Noël. Bonjour Seb, merci pour ton accueil. Et bonjour à tous, bonjour Fabrice, bonjour Seb, extrêmement content de revenir à ce micro. Les garçons, je vais vous laisser vous présenter en commençant par Fabrice, que tu puisses nous dire qui tu es, d'où tu viens, quelle est ta relation avec le sport. Et on abordera ensuite le côté livre avec cet ouvrage que vous avez mûrement réfléchi et mûrement composé. Alors, Fabrice Kuhn, médecin du sport, triathlète, surtout, trailer.
particulièrement intéressé par la nutrition pour les sports d'endurance, et puis bien entendu par l'entraînement, parce que je suis mon premier cobaye et que la première personne à faire progresser, c'est moi. Je présume que c'est à moi, c'est ça? Xavier, je te laisse te présenter. Xavier, 42 ans, papa de 2 ados, trailer, on va dire ancien ultra-trailer qui est redevenu un simple trailer coureur, kiné de formation. Ça fait une dizaine d'années que je coach et maintenant 2 ans maintenant au sein de Ibex Outdoor, où j'aime beaucoup plus professionnaliser cette pratique-là. J'ai eu le plaisir aussi d'être enseignant pendant pas mal d'années pour la clinique du coureur et actuellement un petit peu blessé, donc on en parlera peut-être, enlever Strava, tout ça pour m'enlever la pression de me dire mais pourquoi tu cours que 4 km. Donc voilà, en train de revenir, pas à mon meilleur niveau, mais au moins revenir à un état de santé potable. Comment les garçons, l'idée vous est venue d'écrire ce livre? Il est né comment? Quel a été votre point de rencontre pour avoir l'envie de composer cet ouvrage aux éditions Thierry Soucard? C'est toi, Fab, non? C'est toi qui avait lancé au départ le « Hey les gars, si on faisait quelque chose ». Parce qu'au départ, on devait être 3. Ça fait un bout de temps qu'on se connaît déjà, Xavier et moi. Ça fait un bout de temps qu'on parle sur l'endurance. Ça fait un bout de temps qu'on partage. D'ailleurs, Xavier est le premier à avoir relu Paléophyte, en fait. Donc, c'était naturel. Et en fait, moi, ce projet, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête, que j'ai mijoté depuis des années. Et j'en ai parlé avec Xavier, ça devait être en 2019. Je pense qu'on a dû en parler la première fois ou quelque chose comme ça. On était, après, on faisait un trail ensemble. En fait, on était partis courir ensemble. Et j'en ai parlé avec Xavier. Et puis, il m'a fallu encore le temps de mûrir. Et finalement... en 2020, l'été 2020, on a dit go, on le fait ensemble. Et c'est parti comme ça. Quelles étaient les consignes de départ? Sur quelle orientation vous étiez parti? On était déjà sur des questions, des croyances à démonter et apporter la science derrière. Je pense qu'au départ, on n'avait pas cette histoire de science, croyance, et c'est au fur et à mesure que ça s'est affiné le comment rédiger pour essayer de rendre ça transmissible et agréable à la lecture. Il me semble qu'au départ, on essayait de prendre plein de chapitres. C'est comme ça qu'on a commencé, avec un vieux fichier Excel. Avec vas-y, on met des idées de chapitres. Et puis après, essayer de savoir qui allait faire quel chapitre et comment après. C'est Fabrice après qui a eu cette idée quand même, je pense, parce qu'il a une grande expérience d'écrire des livres et que du coup c'était beaucoup plus facile finalement d'aller rédiger dans ce sens-là. En fait, quand j'ai écrit le premier chapitre ou les deux, trois premiers chapitres, parce que quand j'ai parlé à mon éditrice, il lui fallait pour avoir son aval, lui présenter 2-3 chapitres. Et donc j'ai écrit 2-3 chapitres. Et c'est là que tout s'est mis en place et que je me suis dit et que j'ai proposé que on garde la même structure sur chaque chapitre, qu'on le fasse comme ça, et que chaque chapitre soit construit. Et je voulais quelque chose qui soit assez fluide et qu'en fait que tu aies envie de lire, en fait c'est comme un livre dont tu es le héros. Tu passes toi-même d'un chapitre à l'autre selon tes envies. À la fin de chaque chapitre, on te propose, tu l'as vu, des petites pistes à suivre. Et je voulais quelque chose qui soit en fait agréable et qui soit proche de toi. Et donc on a construit comme ça. Et puis après, on a gardé ces structures sur tout le livre. Vous êtes tous les deux partis de questions qui étaient récurrentes, que l'on a pu vous poser, que ce soit toi, Fabrice, dans ton métier de médecin du sport, ou toi, Xavier, dans la kinésithérapie et dans l'entraînement que tu mènes également auprès de sportifs. Comment ces questions sont venues à vous? Elles étaient naturelles? Vous avez eu cette facilité à en trouver 40? Il y en avait peut-être d'autres qui viendront étoffer un deuxième ouvrage. Il y a pas, a priori, il se peut qu'il y ait un deuxième tome, un de ces 4, si on arrive à avancer comme il faut. Clairement, moi, je pense qu'il y avait deux choses. La première, c'était qu'est-ce qu'on croit savoir et creuser ces chapitres-là. Qu'est-ce que on est à peu près sûr et creuser ces chapitres-là. Et aussi, peut-être se donner le luxe de ne pas savoir certains sujets ou de pas être assez bon. Et comment est-ce qu'on peut les confronter à la science par rapport aux croyances qu'on avait initialement. Et je pense qu'on a réussi à peu près creuser ces 3 problématiques. Et c'était vachement sympa aussi d'avoir des fois peu de connaissances sur un sujet, et puis d'aller farfouiner pour
pour mieux comprendre certains concepts ou peut-être pas les découvrir entièrement, mais en tout cas les creuser un peu plus profondément sur des choses qu'on croyait comme acquises. Oui, en fait, il y avait deux choses. Il y avait effectivement des chapitres où on avait déjà une idée, on avait déjà nos idées et on voulait simplement remettre un peu les choses à plat et éclaircir les idées de nos lecteurs. Donc ça, on avait déjà le truc. Par contre, il fallait creuser encore pour améliorer et pour être un peu plus précis dans ce qu'on disait. Et puis, il y avait des chapitres qu'on n'avait pas forcément prévu de faire, qui finalement, quand tu faisais un chapitre, tu disais, il y a ça, il faut qu'on aille creuser. Puis il y a des chapitres dont on n'avait pas la connaissance et c'était l'occasion de le faire. Moi, je sais qu'il y avait des chapitres où, par exemple, sur le microbiote et les probiotiques, où j'avais des connaissances, mais j'avais pas tout ce qui était fait. J'avais pas eu le courage de le faire. Et là, j'y ai été. C'était le moment de le faire et j'ai creusé et j'ai été voir là-dessus. Et donc, c'était un petit peu les deux. Et puis répondre aussi à des questions il y a des chapitres que j'ai construits, qu'on a fait, parce que c'est des questions qu'on nous a posées. En conférence, on nous a posé certaines questions, des choses qui intrigueraient, et donc du coup on a fait la réponse là-dedans. Alors à qui s'adresse ce livre ? Est-ce qu'il est destiné à tout type de coureurs ? Est-ce qu'il est plutôt axé pour les entraîneurs, pour des personnes éclairées ? Comment vous l'avez construit pour qu'il soit sur un public relativement large ? Vu la diversité des sujets, je dirais un petit peu les trois. Sans fausse modestie, je pense qu'il y a dans tout ouvrage, il y a toujours quelque chose à aller apprendre, surtout quand on essaie de se baser sur un maximum de références scientifiques, de sourcer le travail. Je pense que les entraîneurs ont toujours des trucs à apprendre, notamment sur tout ce qui est partie digestive que Fabrice a encore une fois rédigé de manière hallucinante et avec une précision et une capacité à vulgariser des concepts extrêmement compliqués, puis les rendre surtout applicables. Qu'est-ce que j'en fais dans ma pratique ? Moi, là-dessus, à chaque fois, c'est toujours hallucinant de voir Fabrice rédiger. Je pense que les coureurs du dimanche apprendront, peut-être auront envie d'aller découvrir d'autres choses dans la pratique. Si quelqu'un n'a jamais fait d'intervalle, il aura peut-être la réponse de pourquoi faire des intervalles, c'est intéressant, pourquoi périodiser, c'est intéressant. Et les coureurs plus aguerris sur tout ce qui est renforcement, de nouveau tout ce qui est nutrition, il y a vraiment, je pense, de la matière pour tout le monde, pour le plaisir de connaître un petit peu plus et de pouvoir surtout mettre en pratique avec dans quasiment chaque chapitre des vrais conseils à mettre en place. Comment la science peut devenir applicable pour le coureur qui soit aguerri, lambda ou même l'entraîneur. Oui, en fait, c'est de la science jusqu'au stade. En fait, c'est transmettre ce que la science dit, jusque sur le terrain, que toi tu puisses l'utiliser, que tout le monde puisse l'utiliser, et puis même sur des choses qu'on sait déjà ou qu'on pense savoir, on peut s'améliorer. Par exemple, sur le chapitre dont Xavier vient de parler, les intervalles. Moi, j'ai testé des nouvelles séances que je connaissais pas. J'en ai expérimenté des nouvelles. Tiré de la science qu'on a découvert dans des études et que en testant on se rend compte que ça nous change de nos habitudes et puis c'est toujours sympa de changer des habitudes et je pense qu'on a effectivement on a tous quelque chose à apprendre et les sujets sont tellement variés en fait, comme on parle d'entraînement, de nutrition, de plein de choses, les sujets sont tellement variés qu'on a tous quelque chose à trouver dedans en fait, on a tous quelque chose qu'on va apprendre, enfin, j'imagine. Il y a même un chapitre sur la bière. Je me rappelle le jour où Fabrice me dit « J'ai terminé le chapitre sur la bière ». Je fais « Pardon, explique-moi s'il te plaît ». Il y a de tout. Donc tu as dû tester plusieurs types de bières pour voir si elles avaient un effet ou pas sur ta pratique, avant, pendant, après ? Écoute, oui, là je suis en train de tester une nouvelle bière qui est sortie d'ailleurs. Ils ont fait des bières de récup en fait. Et tu as des bières de récup avec des protéines dedans. Donc j'ai testé. Mais en fait, tu te rends compte que finalement, tous ces scientifiques qui publient des choses... Ils ont sorti des bières avec de la BCA, ils ont fait quoi ? Ouais. Il y a 10 grammes de protéines. Ça me fait toujours halluciner la créativité des gars. Il y a 10 grammes de protéines dans une canette de 33 centilitres. Et c'est une bière non alcoolisée. Et donc, ouais, en fait, tu vois que tous ces scientifiques, ils ont plein d'idées qui sont super. Mais en fait, finalement... le sportif lambda, comme on pourrait l'être, n'a pas forcément accès à ces études, n'a pas forcément accès à ces nouveautés. Et c'est dommage, et c'est ce qu'on essaie de faire partager en fait. Et c'est en fait
tu navigues là-dedans, tu peux passer des heures à passer d'un article à un autre avec des publications qui sont super intéressantes, où tu découvres des choses. Malheureusement, tu n'as pas eu le temps de lire tout parce qu'il y a plein d'idées, quoi. Et c'est ça qu'on essaye de partager. Alors pour revenir aux séances d'intervalle, je pense que messieurs, vous êtes fait plaisir en me prenant comme cobaye. J'ai vu dans le livre remonter différentes séances que je retrouvais, Xavier, dans mon olio sur les mois et sur les semaines précédentes. C'est possible, c'est bien possible. Mais en fait, c'est là où la science aide le terrain, mais d'un autre côté, on sait que le terrain précède assez souvent la science. C'est-à-dire que pas mal d'entraîneurs ont d'abord testé sur le terrain différents types de séances, des intervalles, que ce soit du travail, on va grossir en disant du travail au seuil, du travail qui va être proche de VMA. Et après, des chercheurs s'amusent à aller voir si effectivement les intuitions du terrain étaient bonnes pour aller modifier ou pas certaines qualités physiologiques chez les athlètes, que ce soit décaler les différents seuils ou augmenter la VO2 max. Et c'est vrai que du coup, c'est assez marrant de voir que ce qui a été au départ une intuition se retrouve relativement bien validé par la science, ou c'est quand même assez rarement invalidé quand même. Hein. Fab, je sais pas si tu es d'accord avec moi sur les séances d'intervalle de manière globale. Du moment où on choque l'organisme, du moment où on arrive à faire quelque chose de différent de ce qui est fait, on arrive quand même à avoir globalement une amélioration des qualités physiologiques. Mais c'est vrai que c'est plaisant de voir que des fois des choses qu'on avait en intuition, qu'on avait appris, se retrouvent quand même un petit peu étayées par la science. Il y a peut-être aussi des études qui n'ont pas été publiées avec des choses qui ont été testées et qui n'étaient pas efficaces. Ouais. En fait, c'est un aller-retour. En fait, c'est même plusieurs allers-retours entre la science et le terrain. Et c'est ça qui est intéressant. Mais encore une fois, sur les séances de fractionner, tu as des séances que j'avais pas imaginées en fait, hein, qui sont vraiment intéressantes et c'est marrant parce qu'en fait tu vois un peu le cheminement des idées au fur et à mesure des années avec une évolution et quand tu lis en détail certaines études sur du fractionné, tu comprends tout leur cheminement, pourquoi cette séance a été faite ainsi et c'est passionnant de se rendre compte de tous les petits détails qui font que ils ont imaginé cela comme ça. Alors ma question, c'est au regard de toutes ces études, comment, quand on est lecteur, athlète, amateur, on peut faire le tri dans toutes ces informations? On est dans une jungle de données, une jungle d'informations qui viennent à nous. Comment on peut faire le tri dans tout cela? Tu parles par rapport à tout ce qui est véhiculé dans les magazines, sur les réseaux? Alors, dans les magazines, sur les réseaux, sur les différents forums, sur ce que l'on peut lire, qui vont parfois même à contre-courant. Il y a des choses qui s'opposent, il y a des choses qui ne sont pas forcément identiques à nos croyances, mais on va y venir après. Mais comment on peut faire le tri quand on n'est pas suffisamment éclairé et qu'on n'a pas toutes ces connaissances scientifiques? Le problème, déjà, je pense qu'il faut savoir où aller chercher les sources. C'est sûr que les forums, il y a pas si longtemps que ça, je me suis amusé à aller sur une page apparemment extrêmement connue qui parle de trail, où au moins une petite bobo, les gens proposaient des huiles essentielles, etc. Et clairement, là-dessus, on sait qu'on est assez loin de la science par rapport au niveau de preuve. Ça veut pas dire que ça n'améliorera pas les gens, mais qu'il y a sûrement des choses qui vont peut-être mieux fonctionner. Le problème, c'est l'accès à cette connaissance. Elle peut passer par des bouquins, évidemment. Là, avec Fabrice, je pense qu'on va plaider pour notre paroisse. Mais soit se tourner vers des professionnels, qui soient coach, entraîneurs, soit vers des professionnels de la santé, qui soient médecins, kinés. Mais je pense que c'est compliqué, quand on a juste accès à Facebook, les réseaux sociaux, ou peut-être des fois certains magazines qui peuvent tellement vouloir simplifier que ça en devient presque faux. Certaines données sur la science ou que ça soit l'entraînement, les blessures ou autre. Enfin, moi, c'est un petit peu là, très récemment, je suis extrêmement inquiet. Je suis désolé de faire une petite aparté par rapport à mon boulot. J'ai vu passer une vidéo du pauvre Neymar qui a été opéré de son ligament croisé et qui se fait massacrer son genou par son physio. Clairement, si tu vas sur les réseaux sociaux et que tu vois ça et que tu attends que ton thérapeute, ton kiné te fasse la même rééduque, ça fait assez flipper. Et pourtant, ça a été vu des dizaines de millions de fois. Ça va donner une très mauvaise image de ce qu'est la kiné, de ce qu'il faut faire pour un ligament croisé dans la pratique courante. J'ai peur que beaucoup de gamins demandent à ce qu'on leur tabasse le genou comme le pauvre Neymar s'est fait tabasser le sien.
Et donc finalement, c'est le travail qu'on a essayé de faire en fait avec le livre. On a fait ce travail-là pour les lecteurs, pour nous, pour les lecteurs, pour nos athlètes, dont toi. Mais oui, c'est pas facile. Il faut aller chercher les études, les lire, regarder un peu qui l'a écrit, où ça a été publié, lire un peu le détail. Mais c'est aussi parfois regarder un peu sur les réseaux, comme dit Xavier, et puis voir ce qu'on veut démonter, ce qu'on voit qui est erroné et qu'il faut corriger. Après, c'est un travail qu'on fait tous les deux depuis très longtemps. Finalement, de notre côté, on le fait en permanence. On ne le fait pas forcément que pour ça. Même si ça fait 2-3 ans qu'on travaille sur le livre, ça fait bien avant qu'on a déjà entamé ce travail et qu'on s'est déjà intéressé à ça. Donc, il y a une partie du travail a été fait bien en amont. Et c'est un travail de longue haleine, et puis de discussion entre nous aussi, finalement, hein, parce que on construit en fonction de nos expériences, tous les deux. Et Xavier a des expériences que je n'ai pas, j'ai des expériences que Xavier n'a pas, et c'est ce qui permet de progresser de nos deux côtés en partageant, et c'est ce qu'on a toujours fait d'ailleurs, hein, depuis qu'on se connaît. Alors messieurs, la question va être posée. Comment, avec ce livre qui vient de sortir, on va pouvoir progresser? Qu'est-ce que l'on va trouver? Quelles sont les thématiques présentes dans ce livre pour permettre à nos auditeurs d'améliorer sensiblement, vous allez peut-être dire complètement, leur pratique du running au quotidien? Si tu me permets, Fabrice, déjà la règle numéro 1 pour progresser, déjà, c'est pas se blesser, parce que du moment où on se blesse, on l'a vécu quelques fois ensemble, Seb, quand on est blessé, on peut plus progresser. Donc déjà, la règle numéro 1, et il y a un chapitre justement sur comment comment essayer de prévenir les blessures et comment faire un retour de blessure. Très clairement, déjà, règle numéro 1, pour continuer à progresser, il faut réussir à pas se blesser. Et là, même la science a du mal à répondre de manière certaine à comment ne pas se blesser. Comment revenir d'une blessure, on a un peu plus de matière, mais comment la prévention pure, on est quand même, on a du mal à dire avec ça, on est sûr de. C'est vrai qu'on a la méthode, on sait comment il faut faire pour ne pas se blesser, mais ça n'empêche pas qu'on tape le mur et qu'on aille jusqu'à la blessure qui va nous laisser de côté pendant quelques jours au minimum, voire quelques semaines. Ben sur la blessure, là, enfin, Fab peut en parler. Le problème, c'est qu'il y a la charge externe et la charge interne. Et c'est parfois compliqué d'arriver à savoir qu'est-ce qui est le plus à risque chez une personne. Quelqu'un qui vient d'avoir un bébé et qui dort pas de la nuit, ou quand t'as ton gamin qui est malade, mais peut-être ça va être compliqué d'aller faire la même séance d'intervalle, la même séance de qualité. Parce que du coup la tolérance du corps va être plus faible, et ça c'est extrêmement difficile à quantifier scientifiquement ou pas. Je parle de Fab, tout à fait. Ouais, je suis d'accord. Il y a une part de charge mentale qui altère à la fois tes performances et tes facultés de récupération, tes facultés d'encaisser les séances. Effectivement, en fait, on a beaucoup de choses qu'on a du mal à quantifier. Mais qui vont intervenir, mais que toi tu vas avoir du mal à juger, à quantifier quel va être l'impact sur ta performance, quel va être l'impact sur ta santé, quel va être l'impact sur ton entraînement. Et c'est des choses que tu vois par, comme dit Xavier, un heureux événement, ou un manque de sommeil, ou un stress professionnel accru, ou parfois c'est juste trop vouloir bien faire. Par exemple, moi j'ai déjà vu des athlètes comme ça qui en fait s'entraînent très bien, mangent un peu moins bien, et qui finalement veulent faire mieux, donc vont s'appliquer à manger un peu mieux, mais en mangeant un peu mieux, vont manger un peu plus de légumes, ce qui est très bien, un peu plus de fruits, ce qui est très bien, mais ils vont enlever certains autres aliments un petit peu moins bénéfiques, par exemple des sucreries, mais qui peuvent se retrouver en dette calorique, finalement, parce qu'ils ont enlevé beaucoup d'aliments glucidiques pour passer sur des aliments de meilleure qualité, mais on se crée une dette calorique et on peut arriver à un RAID syndrome. Alors, c'est pas le cas plus fréquent, mais tu vois, ça peut être des choses qui paraissent anodines. Alors, tu n'auras jamais la preuve que c'est ça, parce que il n'y a pas un panneau qui va s'afficher, mais finalement, tu as des choses comme ça dont tu te rends compte que c'est juste en voulant bien faire et sans excès. Et c'est ça qui est compliqué à quantifier sur les blessures. Donc on a des pistes, on sait à peu près ce qu'il faut faire, on sait comment il faut le faire, mais
le mettre en application, c'est extrêmement difficile. Est-ce que ça passe aussi par une écoute, une pédagogie entre un entraîneur et l'athlète pour que cet athlète comprenne que le plan, et ça tu me le répètes souvent Xavier, les séances sont proposées. Je l'aime bien ce mot. C'est une proposition d'entraînement. C'est une proposition d'entraînement. Tout à fait. Mais ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup parce que du coup, si tu peux le faire, c'est bien. C'est comme un copain qui te propose un café. T'es pas obligé de l'accepter. Surtout que en ayant beaucoup de respect et beaucoup d'admiration pour ce que tu fais en plus de ton travail de podcast et de ton travail professionnel, plus tes enfants. Tu m'expliques souvent que tu as des trucs à faire avec les gamins. S'entraîner comme tu arrives à le faire avec de la rigueur, c'est déjà extrêmement compliqué. C'est déjà beaucoup d'engagement. Donc vraiment, les séances, à la différence peut-être de certains professionnels qui vont avoir une pression supplémentaire en lien avec que ce soit le côté partenaire, sponsor, etc., ou une obligation de résultat pour maintenir leur place dans des équipes, n'ayant pas cette obligation-là, c'est absolument indispensable de garder en tête que le sport doit rester la chose principale de tout ce qui est secondaire, quoi. C'est-à-dire que d'abord, c'est le boulot, la famille, et je vole cette phrase-là à Tom Laure Blanchet, sur une table de mixage, si tu cherches à pousser tous les curseurs à fond, le son est absolument pourri. Donc il faut couper un peu les médiums, rajouter un peu d'aigu, baisser un peu de basse. Si tu veux tout faire à la fois, ça ne marche pas. Donc clairement, c'est une proposition. Si tu es fatigué ou autre, tu fais pas. Si tu es malade, j'aime bien la phrase de Fabrice, ton corps, il a autre chose à faire que d'aller t'entraîner. Quand t'es un petit peu malade, quand tu as de la fièvre, c'est que ça sert à rien d'aller s'entraîner. La fameuse bonne suée, quand on est soi-disant malade, non, le corps, il a bien mieux à faire, se guérir, se reposer, c'est bien plus important pour éviter derrière des surinfections ou une récupération retardée après une crève ou autre. Donc l'entraînement doit rester une proposition. Et la meilleure chose pour se blesser, c'est suivre le plan d'un magazine ou un plan qui est déjà tout écrit, pas adapté, et le suivre à fond, à tout prix. Faire toutes les séances exactement comme elles sont écrites. Ça, c'est le meilleur moyen d'aller droit dans le mur. Il n'y a rien de scientifique là-dessous, mais là, c'est purement expérientiel, purement comment dire, c'est avec un argument d'autorité. Je pense que Fab est d'accord là-dessus. Tu prends un magazine, tu suis le plan à fond, 12 semaines, prépare tes templiers, tu te pètes. Alors moi, il y a une phrase que Xavier avait dit. Une fois, il m'avait dit, sur une conférence que j'ai assistée, il avait dit, il avait fait un truc, c'est tout pour vous blesser, et c'était chasser les segments Strava, je me rappelle. Ouais, il y a ça aussi. Et alors j'ai cherché dans la science si je trouvais ça. J'ai pas trouvé d'études sur ça, mais en fait c'est vrai ce qu'il dit. C'est pas prouvé, mais ça veut dire si t'es tout le temps à fond, tu vas dans le mur. Il faut doser, il faut savoir que parfois oublier de faire une séance. Je préfère dire ça. Oublier de faire une séance ce qui sera profitable pour ta santé et puis ta performance finalement, parce que si on revient à la première chose qu'il a dit, c'est ne pas se blesser, c'est ce qui te permet de progresser le plus. Si je prends mon exemple, Xavier, avec ce retour de Crète où je revenais d'une semaine idyllique au soleil, je descends de l'avion, je reprends mes élèves le mardi matin, le mardi soir, séance, blessure au mollet, blocage du dos, et là, peut-être que la charge mentale avait été trop importante, et je le savais, tu vois, je me l'étais dit, c'est peut-être pas la meilleure solution de faire une séance au sortir de ses vacances et de reprendre tout de suite l'activité professionnelle. J'aurais dû m'écouter un peu plus. C'est pas péjoratif. Le faute des élèves, mais complètement. Mais tout ça, c'est un apprentissage. Mais pour te dédouaner, sache que même des gars qui cotent à 900 ITRA font des conneries à l'entraînement comme t'as pas idée. Des athlètes pros font encore des grosses bêtises, y compris en course. Donc là, oui, tu rentres, t'es rempli de bonnes ondes et compagnie, tu reprends ton travail, tu reprends ton rythme. Et puis oui, clairement, t'avais une moins bonne disponibilité, mais qui était peut-être masquée juste parce que tu rentrais plein de belles choses de tes vacances et puis peut-être qu'une prochaine fois tu feras pas et puis peut-être que dans un an ou deux tu referas la même chose et c'est aussi tout ce qui fait tout le sel de l'apprentissage en tant que sportif, quoi. Mais est-ce que tu aurais accepté réellement de te dire le mardi je fais pas ma séance ou je coupe ma séance en deux ou je vais beaucoup moins vite alors que tu avais cette envie folle de après ta première journée de boulot de reprise de faire ta séance? C'est ça tout le problème, quoi. C'est là où la science peut pas répondre à tout et que aussi bien Fab que moi en suivant des coureurs, on essaye de transmettre ça, mais moi en tout cas ça m'arrive extrêmement souvent de faire des bêtises en entraînement et pourtant je suis le premier à râler. Je suis le premier à râler quand un coureur justement va faire la séance de trop ou il a pas oublié la séance et enfin je sais pas ce que Fab en pense là-dessus, mais
C'est un peu le... Moi, j'ai moins d'expérience en entraînement que toi, enfin en tant qu'entraîneur que toi. Moi, c'est l'exemple hier. Hier, je devais me faire ma séance de fractionné à pied. J'ai commencé sur la piste et rapidement, je me suis rendu compte que la fatigue de la journée, la fatigue du boulot, et je fais pas mal de nuits en ce moment, que la fatigue générale était trop importante. Et du coup, j'ai transformé ma séance de fractionné en séance de jogging. Enfin, j'ai fait une séance de Paleo Fit Mix où je me suis fait un petit peu de muscu, un peu de jogging, parce que rapidement, j'ai senti que ça servait à rien en fait, que je serais pas efficace. Donc, alors le problème, c'est de pas faire l'inverse, c'est pas de se transformer aussi à chaque fois, à dire oh c'est un peu dur, je vais m'arrêter. C'est toute la nuance finalement, c'est que il faut trouver le juste équilibre, mais le juste équilibre, il n'y a pas de curseur, il y a pas un truc devant toi que tu vois qui dit stop. C'est comment je suis vraiment au niveau de la fatigue. Est-ce que il faut que j'oublie la séance ou est-ce qu'il faut que je me force un peu, parce que si je me force jamais, finalement, je vais pas progresser. Mais alors ça, c'est de l'expérience. C'est aussi parfois savoir se dire, finalement, cette séance, je peux l'oublier, ou finalement, je la ferai demain à la place du jogging, ou j'intervertis les séquences. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien, je suis content d'avoir écrit ce livre, c'est que, en fait, mon but, c'est de rendre le sportif autonome. Et que s'il a un plan tout prêt, il saura plus nuancer son entraînement et passer de l'un à l'autre. Avec un coach qui te suit comme Xavier, facile, tu lui dis ça va pas, hop, comment je peux changer. Mais si tu es tout seul et que tu n'as pas de connaissances, c'est compliqué. Si tu arrives à avoir les connaissances et que tu t'autonomises, tu arriveras à le faire et tu arriveras à passer d'une séance à l'autre et à changer sans arrière-pensée, en fait, sans remords. Oui, sans se dire que j'ai loupé la séance et que ça va être catastrophique pour le reste. Ouais. Et même les gens que j'entraîne ont des fois ce réflexe de me dire je suis désolé, j'ai loupé la séance aujourd'hui. Je dis mais je suis surtout désolé que t'aies pas pu la faire. Ça veut dire qu'il y a des choses qui t'arrivent qui font que t'as pas pu la faire. Enfin, il y a un côté, là encore une fois, on déborde largement de la science. C'est pas hyper documenté, mais c'est quand même, enfin ouais, c'est toujours un petit peu le souci. Il y a quand même une grande culpabilité. Alors dans le triathlon, c'est peut-être pire parce qu'il y a 3 disciplines à respecter et à faire évoluer en même temps, mais en tout cas dans l'immense majorité des gens que j'entraîne à pied, il y a quand même un gros sentiment de culpabilité quand il va manquer une séance. Est-ce que l'on peut dire qu'il y a donc des entraînements qui sont utiles et d'autres qui viendraient à être inutiles ? Auquel cas, est-ce qu'on peut les appeler entraînements s'ils sont inutiles ? Non, ils ne sont pas inutiles, ils ont d'autres intérêts. Tu as des entraînements qui sont un peu plus clés, mais tu as des entraînements qui sont utiles, et c'est la polarisation de l'entraînement. En fait, finalement, ma séance d'hier où finalement j'ai couru en endurance, elle est utile aussi, elle est profitable, et c'est juste équilibre. Si tu fais que de la haute intensité, ça va pas. Il faut aussi polariser l'entraînement. Alors, c'est ce qu'on défend dans le livre avec Xavier, c'est ce que je défendais aussi déjà avant dans Paleo Fit. Mais même ces séances faciles, entre guillemets, sont profitables. Et puis, si tu ne vas pas augmenter ta VO2 max à ce moment-là, tu vas augmenter ton endurance, tu vas peut-être en profiter pour papoter avec les copains et te faire du bien à la tête, tu vas peut-être en profiter pour courir dans la forêt et voir des arbres et te faire du bien. T'as plein... En fait, ces séances faciles, elles ont d'autres bénéfices qui sont aussi utiles. Donc, c'est peut-être pas les séances clés, mais c'est des séances quand même importantes. Je suis complètement d'accord. Moi, c'est peut-être les seules fois où je vais râler dans l'analyse des données qu'on peut avoir. Moi, j'utilise Nolio, enfin, peu importe. C'est les séances en endurance fondamentale. C'est Z2 si on utilise les 5 zones, Z1 si on utilise les zones 1 à 3. C'est hyper important de rester bien bas quand tu fais ces séances-là. Souvent, les gens, ils ont envie de les zapper ou d'accélérer un petit peu parce que sont frustrés de la journée ou autre. Ça, c'est vraiment des entraînements qui sont extrêmement utiles, même s'ils paraissent un petit peu chiant ou autre. Mais pour ça, il existe soit les copains pour discuter, soit un podcast, soit un livre audio. Il y a pas mal de choses à faire pendant ces moments-là, mais c'est extrêmement important de les garder. Et je préfère 100 fois qu'il y ait une séance d'intensité par semaine qui saute, mais qui est au moins un footing, on va dire, de basse intensité, qui va demander peu d'investissement au niveau mental que faire zapper cet entraînement lent et long, ou du moins en tout cas lent, et ne faire que de la qualité pendant la semaine, que des intervalles. C'est ce que dit la science ? Courir lentement pour courir vite derrière ? La polarisation, théoriquement, c'est que globalement, 80% de ton entraînement,
lissé sur une année ou lissé sur suffisamment longtemps, c'est 80% de ton entraînement en volume total qui est à basse intensité et 15-20% qui est à très haute intensité. En gros, on est souvent trop rapide dans le lent et pas assez rapide, je vais y arriver, et pas assez rapide dans le rapide. On est trop lent dans le rapide et trop rapide dans le lent. Donc souvent, les gens dans leur séance en footing vont beaucoup trop vite. Si on prend, je crois que c'est Julien Navarro, Nicolas Navarro, il me semble que tu en as reçu au moins un ou les deux, je me rappelle plus, Seb. Alors pas encore, mais on va leur lancer un appel. Ok. Mais si on regarde en fait le footing en endurance, ils le font en 11 km/h et pourtant ils sont entre 2h06 et 2h10 je crois au marathon. Donc ils sont capables de courir à plus de 18 pendant 2 heures pour faire leur marathon, 18-19 même. Et par contre leur footing d'endurance, ils le font à peu près à 11 et demi. Donc on est aux alentours des 5,20, 5,30 au kilo. Combien de coureurs qui ont une VMA, donc une capacité à tenir 6 à 8 minutes aux alentours des 15 km/h, vont faire leur footing à 12. C'est qu'ils sont déjà beaucoup trop hauts dans leur footing en endurance. Ça, c'est un vrai problème. C'est qu'ils sont beaucoup trop rapides dans le lent. Fabrice, sur un plan physiologique, que provoquent ces entraînements à très basse intensité sur le plan du métabolisme, sur le plan des cellules? Qu'est-ce qui se passe quand on court très lentement? Parce que Xavier nous dit, on va pouvoir derrière atteindre des vitesses assez importantes. Et quand on parle de 80%, c'est récupération comprise. C'est le retour au calme, c'est l'échauffement. On est sur quelque chose de global. C'est pas uniquement des séances spécifiques. En fait, tu as deux façons de calculer. Tu as, comme Xavier dit, en lissant tout, et tu as aussi une façon de calculer qui est en prenant le thème de la séance. Finalement, ça serait 80% de tes séances à thème endurance et 15-20% thème à haute intensité. Dans les publications, tu as un petit peu les deux. Ça apporte... en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu veux progresser, chaque effort physique est un stress au sens positif du terme. C'est-à-dire que c'est un stress pour l'organisme. Il va y avoir des modifications biologiques qui sont des stress. Par exemple, tu peux avoir une hypoxie quand on est institut, tu peux avoir un stress mécanique quand tu fais de la musculation, tu peux avoir une baisse des réserves d'ATP, tu peux avoir un stress oxydant, tu peux avoir des modifications calciques. Et tout ça, c'est un stress et l'organisme progresse avec ce stress. Le stress est un signal qui déclenche des cascades adaptatives, donc des cascades de réactions biochimiques qui vont amener à la production de protéines adaptées au stress. En fait, l'organisme, il dit, j'ai eu ça comme stress, je ne veux plus que ça se reproduise, donc je vais me construire plus fort contre ce stress spécifique. Et donc, pour être un athlète d'endurance efficace, il te faut construire un corps d'athlète efficace. Et donc, il faut avoir un maximum de stress varié. Alors, je ne te dis pas en volume, je te parle en variété. Et que tu vas te reconstruire sur tous les plans pour devenir plus résistant, plus endurant, plus rapide, plus que tu as travaillé. Et quand tu cours en endurance, tu déclenches des stress. Alors si tu cours longtemps, tu vas avoir un stress calcique. Si tu cours longtemps, tu vas avoir un stress oxydant. Si tu cours longtemps, tu vas avoir un stress avec une baisse de l'ATP. Et tout cela te fait progresser quand même si tu n'as pas senti le stress on va dire psychologique de la haute intensité. D'accord ? C'est un stress physiologique qui te fait progresser et il faut avoir une palette, une variété de stress différents et c'est ça qui te fait progresser. En plus, on sait que maintenant, on a vu que si tu fais que des séances à haute intensité, tu vas altérer tes mitochondries. Alors, les mitochondries, c'est là où tu produis l'ATP et l'ATP, c'est l'énergie qui te fait déplacer tes muscles. Et donc, si tu dégrades ces mitochondries, tu vas baisser en performance. Alors, en plus, on sait maintenant aussi qu'il y a beaucoup de maladies qui sont des maladies dues à des problèmes de mitochondries. Donc, les mitochondries, il faut en prendre soin. C'est aussi pour ça qu'il faut continuer à progresser. Et puis, même en courant en endurance, tu crées un stress mécanique qui va reconstruire un peu, qui va te permettre d'avoir un muscle un peu plus résistant, un peu plus endurant. Et tout ça, c'est bénéfique. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir cette variété, cette grande palette, même sur des choses qui vont stresser physiquement sans stresser psychologiquement. Alors c'est vrai que le footing en endurance, en zone cardio très basse, c'est pas ce qu'il y a de plus fun, mais c'est par là qu'on était passé, Xavier. Au retour de blessure, on a alterné la marche et des séances relativement courtes avec de la faible intensité, mais en répétant ces séances, le corps s'est reconstruit et finalement,
est devenu plus solide. Donc ça confirme ce que dit Fabrice. Oui, complètement. Puis l'avantage du marche-course, c'est que c'est un excellent moyen d'avoir une exposition graduelle sur le stress mécanique, tout en conservant une possibilité d'avoir des adaptations physiologiques ou du moins de limiter la perte au niveau physiologique. C'est clair que si tu restes inactif lors d'une blessure, tu vas avoir une baisse extrêmement rapide de ta VO2. Il y a une fonte musculaire qui se met en place, et puis alors, plus on avance dans l'âge, plus c'est pire. Et donc clairement, il faut vraiment faire attention à ça. Et cette alternance marche-course, elle a le gros avantage que si une douleur apparaît pendant une des phases de course, pendant une des phases de marche, mais que si tu rentres à la maison, tu finis en marchant, ou en marche-course, si la douleur reste en dessous des 2/10, ça c'est du bon sens paysan, quoi. C'est un petit peu à vue de nez. On sait que tout ce qui est au-delà de 2/10, on peut commencer à parler un petit peu de douleur. Certains auteurs parlent de 4/10 pour la douleur, mais qu'on faut rester sur quelque chose d'extrêmement contenu en termes de perception pour être protecteur. Et ça permet d'exposer, comme je disais, graduellement, et d'arriver petit à petit à pouvoir recourir de manière continue avec les fameux baby footing là de 20 minutes, qui est le Graal, on va dire, de la fin de progression de ce marche-course, pour après reprendre un entraînement. Et une fois qu'on a stabilisé une endurance à aller 20, 30, moi j'aime bien dire que si tu arrives à faire 30, 40 minutes 3 fois par semaine, c'est que tu es prêt à remettre un petit peu de travail de qualité de pied, et reprendre un petit peu de zone 3, c'est toujours pareil si on utilise de 1 à 5, et puis aller progressivement après vers des allures qui vont permettre d'aller travailler un petit peu tout le spectre au niveau physiologique. Au niveau du renforcement musculaire, je sais que vous êtes des adeptes de ce type de séance où l'on va mixer donc de la course et des exercices qui vont permettre de développer un petit peu le corps avec des choses qui viennent brusquer un petit peu nos habitudes. C'est pas quelque chose que les coureurs aiment faire, ce renforcement musculaire et cette musculation. Quels en sont les bénéfices et quelles étaient les croyances par rapport à ça? La musculation, ça fait grossir, ça fait prendre du poids, alors qu'en fait, il faudrait avoir des charges très très lourdes et répétées pour que ce soit effectif. Ouais, et même, je fais une parenthèse, et même, avant de réussir à prendre de la masse musculaire fort, il faut faire les exercices qu'il faut à charge lourde, qu'elles soient guidées ou libres, on s'en fout, et surtout il faut bouffer. Il faut vraiment faire rentrer suffisamment de calories pour prendre vraiment de la grosse masse musculaire. Et en plus, il faut ne pas faire d'endurance, parce qu'en fait, il y a des interférences physiologiques entre l'endurance et la musculation. À savoir que quand tu fais un effort en endurance assez long, ou surtout assez long, tu crées un stress dont je parlais tout à l'heure, qui va entraîner des cascades biochimiques dont je parlais tout à l'heure, mais une de ces cascades bloque une molécule clé dans la prise de masse musculaire. Donc en fait, tu as des interférences entre les deux. Donc si tu continues à t'entraîner en endurance, tu ne prendras pas trop de masse musculaire. Après, tu peux jouer avec ces interférences. C'est-à-dire que si tu veux prendre de la masse musculaire, il faut écarter tes entraînements éloigner tes entraînements d'endurance de la musculation. Et si tu veux pas en prendre, tu les rapproches. Alors, en sachant qu'il y a quand même des interférences qui peuvent être perturbantes, c'est que si tu as trop de fatigue à cause de la musculation, tu seras un peu moins performant pour ta séance Alors, si c'est de l'endurance, ça ira, mais si tu as une séance de fractionné, ça sera un peu plus compliqué. Mais donc, finalement, tu as de quoi limiter la prise de masse musculaire. Alors, les autres idée préconçue, c'est que finalement, ça intéresse pas le sportif. Il est là d'endurance, il est là pour rouler sur les chemins, pour rouler sur la route, ou pour aller courir dans les bois, ou courir sur. Enfin bon, il est pas. En général, on n'est pas forcément des adeptes de la musculation. C'est pas notre activité la plus plaisante pour nous, sportifs d'endurance. Mais c'est profitable, ça nous permet de limiter le risque de blessure, ça nous permet d'améliorer notre économie de course. Ça, c'est un chapitre aussi qu'on a dans le livre, l'économie de course. Ça, c'est très important et finalement, on l'aborde assez peu. L'économie de course, c'est que c'est la quantité d'énergie que tu vas dépenser pour faire 1 kilomètre. À même VO2 max, si tu as une économie de course qui baisse, c'est-à-dire que si tu dépenses moins d'énergie pour le même kilomètre, moins d'oxygène, tu vas aller plus vite parce que tu deviens plus économe durant l'effort. Et ça, c'est important, et c'est ce qui fait que les athlètes expérimentés progressent aussi, c'est qu'ils deviennent de plus en plus économes en course à pied. Par exemple, il y a l'exemple de Paula Radcliffe qui, comme ça, avait au fur et à mesure des années, avait gardé la même VO2 max, mais avait amélioré son temps sur marathon simplement en devenant de plus en plus économe.
Et donc, la musculation, ça participe à cette économie de course. Ce qui participe aussi, c'est d'enchaîner les kilomètres. Alors, pas en faire trop, mais d'avoir de l'expérience, d'avoir des années de course, ça te permet de devenir plus économe. Et puis, l'autre avantage de la musculation, c'est que ça te rend plus résistant, moins de courbatures. Tu peux finir les compétitions plus rapidement parce que tu crées moins de dégâts musculaires au moment de la compétition. Et puis ça te permet de changer aussi, de faire un peu autre chose que des séances puisque tu les expérimentes toi, qui sont assez agréables quand tu fais ça en groupe, avec des amis. Et donc ça fait quand même pas mal d'avantages à faire de la musculation. Alors après, on tourne bien souvent autour des mêmes mouvements. Est-ce que vous avez des propositions pour brusquer un petit peu les athlètes et leur apporter d'autres types de gestes qui vont changer des traditionnels squats, des fentes, ou est-ce que ces mouvements-là sont réellement efficaces et on n'a pas besoin d'aller chercher plus loin? Bon, sans parler du dopage qui existe dans ces pratiques, mais il suffit de regarder les bodybuilders. Et en fait, les bodybuilders font quasiment toujours les mêmes gestes. Ils vont juste varier sur les séries, sur les temps de récup. Mais en fait, ils font à peu près toujours la même chose, 7 jours sur 7, voire même des fois, ils ont 2 entraînements par jour. Et en fait, non, on n'a pas une immense non plus variété d'exercices. Moi, je préfère qu'il y ait peu d'exercices, mais qu'ils soient bien faits, que d'aller multiplier des exercices ou autres, où on risque d'avoir Alors, oui, on sait que tant que tu charges pas trop lourd, bien faire ou ce que certains appellent mal faire en squat, non, ça n'a absolument aucun risque de blessure. Maintenant, si tu vas très lourd sans entraînement, c'est comme tout. Si tu pars faire un 10 fois 100 mètres à fond sans échauffement ou sans habitude, ben, tu risques sûrement d'avoir un petit bobo qui va apparaître aux ischios. Moi, je préfère que les gens fassent, quitte à ce qu'ils fassent un petit peu mal, mais qu'ils fassent quand même, tant que c'est pas trop lourd comme charge. Mais non, clairement, squat, fente, saut de grenouille, burpees, on peut rester quand même sur des choses extrêmement simples tant qu'on est à poids de corps. Puis après, quand on est en salle, on va quand même tourner autour de squat avec toutes les différentes options qui existent en squat, que ce soit le squat normal, le back squat, le front squat, le zombie squat, le squat overhead. Si on veut travailler un petit peu plus de gainage, on va juste varier après sur les charges. Et puis après, si on a accès à de la charge guidée, la presse, ça marche extrêmement bien. Ça permet de charger extrêmement lourd. Et puis de toute façon, le muscle est aveugle, que tu lui mettes un squat avec du poids sur le dos ou que tu pousses à la presse, le muscle il réagit juste à ce qu'on lui met dedans. C'est-à-dire que si tu lui crées du stress, comme dit Fabrice, en gros que tu arrives à provoquer un mouvement qui va être proche de l'échec, sans forcément arriver tout le temps à l'échec, ton muscle il va dire je suis pas assez fort, faut que je fasse mieux. Dans tous les cas. Est-ce que le travail au poids de corps peut déjà être une première approche avant d'aller sur une salle? Je vois, moi j'avais une salle qui était à côté de la maison, elle a fermé. Aujourd'hui, je me retrouve avec peut-être 2 barres et 3 kettlebells. Est-ce que ça peut être suffisant pour apporter un renforcement musculaire ou est-ce qu'il faut vraiment, comme tu le disais Xavier, passer par la salle avec les presses et tout ce qui va être guidé? Ça dépend de ton niveau initial. Voilà, c'est ça. Moi, je pense qu'avec au poids de corps, si t'as pas d'expérience, ça sera profitable. Il y a pas de souci. Si t'as pas si t'as jamais fait beaucoup de musculation, ça sera profitable. Si tu veux aller au maxi avec des charges lourdes, ça sera plus profitable. C'est un peu plus clair pour le vélo, un peu moins clair sur la course à pied parce qu'il y a une composante de pliométrie que tu peux faire sans charge à la maison ou en salle. Après, au poids de corps, tu peux faire aussi des choses qui sont très difficiles. Si tu te fais des squats sur une jambe, tu peux commencer à faire des choses qui sont un peu plus lourdes, enfin qui s'approchent de la musculation lourde. Et puis, je suis d'accord avec toi, on est sportif d'endurance, on n'a pas tous accès à une salle de musculation. Si tu dois faire 1 heure de voiture pour aller à une salle de musculation et revenir, c'est pas profitable. Et puis c'est cher aussi. Ça rajoute un coût en plus des dossards, en plus des gels, en plus des barres, en plus du changement de godasse, en plus du matériel. C'est un coût. C'est un coût. Et moi, ce qui me plaît, c'est quand même des exercices où on va aller assez rapidement, en moins de 15-20 mouvements, arriver proche de l'échec. Là, tu fais des squats bulgares, donc avec le pied arrière sur une chaise, tu es en fente avant et tu vas faire des squats. Si tu fais des squats bulgares ou des squats bulgares sautés, tu vas rapidement arriver à la 12e, 13e, ça va commencer à brûler très fort. Et donc là, même là, le poids de corps peut vraiment être intéressant.
Et l'enchaînement, comme vous aimez le mettre dans vos séances, de course et de renfort, c'est-à-dire une séance où l'on va commencer par un petit peu de course, on va enchaîner avec des mouvements donc de musculation et de renforcement pour terminer par de la course. Quels en sont les bénéfices? Que dit la science par rapport à cela? On renforce le muscle encore? Tu renforces. On n'a pas beaucoup de publications là-dessus. Moi, j'en ai pas vu des masses. Par contre, c'est ce que j'utilise parce qu'en fait, dans mon expérience, ça me reproduit les sensations de course. Comme je suis triathlète, tu commences le vélo, tu commences à courir, tu as déjà les jambes qui sont bien fatiguées. Et en fait, j'aime bien faire ça parce que ça te permet de courir. Si tu fais de la musculation et que tu cours avec les jambes que tu as cartonnées en musculation, ça te permet de reproduire les sensations que tu vas avoir sur un triathlon. Et donc ça, j'aime bien ce mécanisme. Et psychologiquement, ça t'habitue à courir avec ces jambes dures et douloureuses. Donc j'aime bien ce côté-là, mais c'est vrai que à ma connaissance, il n'y a pas vraiment de publication sur ce type de séance. À la mienne non plus, c'est à peu près pour ces mêmes raisons. Puis il y a un côté, moi je trouve extrêmement sympa, c'est que finalement en 40-45 minutes, si tu fais 4 minutes course, 1 minute squat, ou 4 minutes course, 1 minute fente, tout ce que tu veux, c'est qu'il y a quand même aussi un côté dépense énergétique en 40 minutes qui sera bien plus grande que sur un footing. On a quand même ce côté de rester globalement en zone 2, c'est distrayant, ça passe vite. Et puis ouais, ça a quand même ce côté de comme quand tu repars d'un ravito ou quand voilà, cette sensation de courir avec les cuisses pétées, habituer un petit peu le cerveau à courir avec les cuisses pétées. Ça fait une espèce de, même si c'est pas aussi poussé que ça, comme un petit côté de pré-fatigue, voilà, qui te fait habituer à courir avec les cuisses un petit peu lourdes. On peut mixer ça aussi avec un peu d'intensité, hein. Tu augmentes au fur et à mesure où tu commences en zone 2 puis tu termines tes dernières répétitions en zone 3 ou zone 4. Il y a moyen de s'amuser avec ça. Et puis c'est aussi un moyen de rendre la musculation agréable pour les réfractaires, parce que finalement tu vas faire que des blocs de 1, 2 minutes, ce qui passe assez vite, et tu vas courir, donc c'est quelque chose qui te permet de rendre la musculation un peu plus ludique. Mais en fait, j'aime bien alterner ça 1 fois par semaine et une séance un peu plus classique de musculation 1 fois ou 2 par semaine aussi. En fait, j'aime bien avoir les 2 modules, et ce que j'essaie, c'est d'être assez spécifique. Et c'est vrai qu'à l'approche des compétitions, j'aime bien faire un bloc comme ça, endurance, saut de grenouille, endurance, fente sautée, endurance, saut de grenouille, des choses où finalement je vais vraiment fracasser les jambes pour pouvoir courir comme ça et devenir de plus en plus spécifique. Et du coup, en saut de grenouille, t'as pas besoin de longtemps, de beaucoup de minutes pour avoir un peu les cuisses qui chauffent. Est-ce qu'il faut là aussi avoir une progressivité, un plan d'entraînement, commencer peut-être par quelques fractions pour ensuite augmenter la charge et la répétition, ou est-ce que l'on compose un petit peu en picorant des mouvements par-ci par-là pour ce renforcement musculaire? C'est-à-dire que si tu veux éviter d'avoir des courbatures, tu as intérêt à pas faire trop de saut de grenouille la première séance, hein. Mais Xavier a quelque chose à dire, je pense. Ouais, en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est pour un coureur débutant, quelqu'un vraiment qui débute la course à pied, et pour peu qu'il soit jeune, moins de 30 ans, la priorité, coureur, d'abord, c'est de courir. C'est d'abord d'arriver à remplir, si tu cours que 3 fois par semaine, passe à 4, si tu cours 4 fois, passe à 5. Si tu commences à arriver à 5 fois par semaine, peut-être que là, on peut commencer à rentrer un petit peu de renfort. Mais d'abord, c'est un petit peu la théorie des 10 000 heures, hein, où on devient expert dans un domaine quand on arrive à 10 000 heures. Il est quand même important dans un premier temps, surtout pour les jeunes, d'aller vers un peu plus de bornes pour justement améliorer cette économie de course. Parce qu'on sait que l'économie de course, elle passe par plein de facteurs. Il y a des facteurs physiologiques, après il y a des facteurs musculaires et tendineux. Le tendon, avant de devenir un tendon de coureur, c'est long. C'est pour ça qu'on voit pas mal de cyclistes, quand ils veulent se mettre à la course, c'est un petit peu laborieux au début pour arriver à avoir des bonnes perfs. Il y a une gestuelle qui met du temps à apparaître, et puis surtout avoir des tendons qui ont passé beaucoup de temps dans des cales. Enfin, je parle des tendons des membres infs, avec le pied fixé dans une cale. Là, tu as besoin de pliométrie et qu'il faut un certain temps. Donc au début, pour un coureur jeune, vraiment d'abord augmenter le nombre de kilomètres tout en étant progressif. Et puis après, c'est sûr que si tu débutes la course à pied après 40-45 ans, on sait qu'il y a une sarcopénie qui apparaît avec l'âge. Malheureusement, plus ça va aller et plus on va perdre au niveau masse musculaire ou autre. Donc il y a peut-être un intérêt de un peu plus rapidement aller vers du renfort, au début à poids de corps, puis après éventuellement, si envie, si besoin, pourquoi pas aller en salle. Mais voilà, d'abord dans ce premier contexte-là, c'est d'abord intéressant si tu es un coureur novice de faire un peu plus de bornes. D'abord. Tu pencherais, Xavier, par le volume,
un peu à l'américaine avant de passer par la qualité? Pour progresser, il faut borner. C'est ton credo. Là, je parle d'abord de courir une fois de plus par semaine. Je parle avant le renfort. Je parle pas par rapport à la qualité. Je pense que c'est important d'arriver quand même rapidement à varier les allures, varier les intensités et rajouter du dénivelé. Même si tu es un coureur de route, c'est vraiment sympa de faire des séances de côte courte. Ça travaille un petit peu le pied. Il y a qu'à voir les courbatures qu'on a. Hein. Si tu fais une belle séance de côte, je crois que tu en as eu une la semaine dernière, non? 30-45 secondes ou autre, où ça t'a, voilà, enfin, moi, clairement, quand j'en fais une, quand ça fait longtemps que je n'ai pas fait, tu sens quand même que ça a chauffé dans les fesses, chauffé dans les ischios, chauffé dans les mollets et dans la plante du pied. Donc, il y a un intérêt à les varier. Moi, je parlais juste, voilà, d'abord augmenter le nombre d'entraînements par semaine et un petit peu le kilométrage avant d'aller vers le renfort. Ça, moi, c'était vraiment la partie, on entend beaucoup aujourd'hui qu'il faut faire du renfort à tout prix, mais c'est comme le renfort, c'est comme un bon médicament. Il faut d'abord savoir à qui est-ce qu'on l'adresse. Donc, c'est comme les antibiotiques, Fabrice, c'est pas automatique. Non, mais effectivement, d'abord, il faut apprendre à courir ou apprendre à rouler, apprendre à nager si tu fais du triathlon. Et ça, c'est essentiel et c'est pour ça qu'on est dans ces sports-là. Après, c'est important et quand même, ça te permet aussi d'éviter les courbatures et de marcher comme un crabe après les marathons. Donc, si tu veux finir ton marathon, il vaut mieux courir. Et après, tu peux rajouter de la musculation. Mais effectivement, quelqu'un qui débute, faut apprendre à courir avant tout, faut apprendre à rouler, faut apprendre à nager. Si tu veux devenir un triathlète et que tu as 3 séances dans la semaine ou 4 séances, la musculation, c'est pas le moment, quoi. Vaut mieux que tu aies des séances, par exemple, deux séances de natation, une de course, une de vélo, ou 2 de course et une de natation, une de vélo. Mais ça vient en complément ultérieurement quand tu veux progresser. Par contre, je suis d'accord avec Xavier, c'est que c'est fondamental, par contre, pour la santé et pour la performance chez le vétéran, chez le senior, quoi. À partir de 40, 50 ans, on n'a pas d'âge précis, mais là, c'est essentiel. C'est un geste santé, même avant d'être un geste performance. Ouais. Je rebondis sur cette notion de volume parce que en tant qu'entraîneur, vous devez avoir plusieurs sons de cloche entre ceux qui vont enfiler les kilomètres semaine après semaine. Il leur faut du volume. Et derrière, on a des coureurs qui vont plutôt privilégier la qualité, non pas que le reste de l'entraînement n'en soit pas de qualité. Quel est votre avis sur ces deux écoles, entre ceux qui bornent et ceux qui vont privilégier la qualité? Qu'est-ce qui fait progresser le plus? Tu parles de haut niveau là ou tu parles du coureur lambda? Même pour nous, coureurs lambda. Ça va dépendre de ta disponibilité, ça va dépendre de ton planning, ça va dépendre de tes enfants, ça va dépendre de tes envies, ça va dépendre de l'objectif final. Je suis désolé de botter en touche, mais ça va tellement dépendre de l'individu, du sportif, que là c'est un peu compliqué. C'est de parler dans l'absolu, si tu veux, de qu'est-ce qui, moi, je vais conseiller en premier. Ça va dépendre de la disponibilité, puis du moment de la saison aussi. Quelqu'un qui prépare un 100 bornes, ça va quand même très compliqué de pas passer par du très long. Si tu prépares un 10 bornes, clairement, c'est peut-être pas le volume à fond qu'il va falloir prioriser, mais ça va quand même énormément dépendre d'abord de la personne. Enfin, derrière tout coureur, il y a d'abord un individu avec des problématiques à gérer. J'ai botté en touche complet. Mais je l'ai vu, Xavier, sur cet été. Je l'ai vu sur cet été où j'avais, en tant qu'enseignant, beaucoup plus de disponibilité. Ouais. Les séances ont été nombreuses. Je suis arrivé sur ces courses de l'automne avec une bonne caisse, comme on dirait. Là, on est sur la période du mois de décembre. Il y a une activité professionnelle qui est plus chargée. Il y a moins de compétition. La forme est moindre. Je borne moins. Donc, c'est, comme tu dis, c'est à adapter en fonction de ses disponibilités et de son 100%. Potentiel temps, je dirais. Complètement à 100%. Après, la question va être plus touchy si on parle de pro, enfin de pro ou d'athlète élite sponsor ou autre. Et ça dépend aussi de ton objectif. C'est-à-dire que si tu as un objectif qui est précoce, là, tu es un petit peu au repos, on va dire. Enfin, tu as un peu calmé le jeu. Mais si tu as un objectif qui est précoce dans l'année, il vaut mieux conserver quelques séances durant l'hiver qui soient à haute intensité pour garder tes qualités de VO2 max. Même si tu diminues un peu le volume en endurance, ça va te permettre de conserver un certain niveau pour ultérieurement. Donc c'est ce que je disais, il faut doser en fonction de tes qualités intrinsèques et de ce que tu veux faire plus tard. Par exemple, si tu as un triathlète, parce que c'est aussi la différence, c'est que nous triathlètes,
on a un peu plus de volume d'entraînement parce qu'on a les 3 disciplines. Mais si tu as un triathlète qui vient de la course à pied, qui a déjà d'excellentes qualités cardio-respiratoires, va peut-être falloir le mettre plus à faire de la natation avec du travail technique plutôt que de la haute intensité, tu vois. Donc, tu as tout ça qui est très variable. Et ça va dépendre de comment tu vas analyser ton entraînement. C'est l'intérêt d'avoir parfois un entraîneur qui va pouvoir te guider là-dessus en comprenant comment tu fonctionnes, comment toi spécifiquement tu fonctionnes. Mais après, l'idéal, c'est le mix entre les deux. Hein. Et puis, il faut voir aussi les envies et ce qu'aiment les gens. Hein. Tu as des coureurs qui adorent borner, tu en as qui sont très vite rassasiés. Et ça va être compliqué, même si on sait que pour certaines disciplines, augmenter le volume va être intéressant. Si le mec vraiment il déteste les sorties lentes et longues, ça va être compliqué de lui faire rentrer ça. Puis ça risque d'être plus contre-productif qu'autre chose. Même s'il y en aurait besoin sur le papier, si c'est quelque chose qui l'écœure, c'est compliqué. L'apport, messieurs, du vélo dans l'entraînement. On parle souvent d'entraînement croisé, de se reposer un petit peu sur le vélo pour tourner les jambes quand on est coureur. Est-ce que l'on peut en tirer des bénéfices? Ou est-ce que là, la science vient contredire vraiment toutes ces croyances? Là, on va parler de coureur, parce que si on parle de triathlète, le vélo, c'est un tiers. Hein. c'est un tiers de la pratique. Donc, on est plus croisé. C'est même plus que ça, en volume. C'est même plus que ça, un triathlète en volume, parce que tu peux rouler des heures. En fait, donc les triathlètes, c'est le cobaye par excellence de l'intérêt de l'entraînement croisé. Donc, avec l'entraînement croisé, peu importe le sens, tu peux améliorer la VO2 max parce que tu vas avoir un travail qui est cardio-respiratoire, si tu fais de la haute intensité, peu importe. En plus, tu peux avoir une décharge musculaire sur certains moments. C'est-à-dire que, par exemple, pour un triathlète qui aura une tendinite d'Achille, il peut faire de l'entraînement en vélo sans gros problème, il peut nager sans gros problème, donc c'est un intérêt pour lui. Après, donc, tu peux avoir le transfert des qualités cardio-respiratoires, mais par contre, tu ne vas pas transférer toutes les qualités. C'est-à-dire que si tu fais du travail de haute intensité à vélo, tu vas augmenter ta VO2 max, mais tu ne vas pas autant augmenter ta VMA, parce que tu n'as pas le transfert technique derrière. Donc, en gros, le transfert est intéressant plutôt de la course vers vélo, c'est ce qu'on le voit le moins. C'est-à-dire que de faire de la course à pied pour un cycliste, c'est plus intéressant, mais tu as un risque de blessure qui pourrait être accru. Alors, quoique toutes les études ne sont pas en accord là-dessus et qu'on ne trouve pas de truc. Simplement, si tu augmentes beaucoup le volume et que tu gardes le reste, oui, ça va être un problème. Le transfert du vélo vers la course à pied, comme on voit beaucoup de trailers, est intéressant parce que tu fais du volume sans avoir autant de contraintes mécaniques. Par contre, tu n'as pas la composante pliométrie. Donc, tu ne peux pas relâcher complètement la course à pied. Tu as besoin de garder cette composante pliométrique de la course à pied que tu n'as pas à vélo. Mais tu peux aussi améliorer, il y a des études qui montrent que tu peux améliorer tes performances en course à pied en ajoutant de la natation. Parce que tu augmentes un peu ton endurance, tu augmentes ta VO2 max, tu augmentes dans l'eau, tu as un travail respiratoire parce que les muscles sont obligés de forcer, les muscles respiratoires de forcer contre l'eau, même si la pression n'est pas hyper intense, mais tu as quand même un travail respiratoire qui est un peu majoré. Donc oui, c'est intéressant dans plein de sens, et puis c'est intéressant aussi parce que c'est plus ludique, ça te fait varier un peu les choses. Donc c'est un bénéfice clair. Alors Fabrice, je sais qu'il y a un sujet qui te passionne, c'est la nutrition. Dans cet aspect un petit peu digestif, le microbiote et notre activité sportive, est-ce que ça joue? Est-ce qu'il y a finalement des interactions entre ces deux mondes, du sport et du microbiote? Oui, et ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que ton microbiote améliore tes performances et tes performances améliorent ton microbiote. En fait, on sait que chez les athlètes entraînés, on a une plus grande variété de microbiote, donc de flore intestinale, d'espèces. On a plus de variété d'espèces. Et entre autres, on a des espèces de microbiote qui fabriquent une source d'énergie pour nous, c'est-à-dire qui fabriquent des acides gras à courte chaîne qui pénètrent dans notre organisme et qui sont disponibles sous forme d'énergie. D'accord ? On a aussi le microbiote qui va fabriquer des vitamines pour nous. Et on a le microbiote qui digère des fibres pour nous et qui donc le transforme en énergie. Donc, c'est intéressant. Donc, il faut en prendre soin. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est encore totalement l'exploiter. Ce qu'on sait aussi, c'est que, par exemple, on a greffé à des souris le microbiote de sportifs, de marathoniens. D'accord ? Donc, on a pris les selles de marathoniens, on les a filtrés et on les a fait avaler à des souris auxquelles on avait retiré le microbiote avant. Et donc, on se rend compte que ces souris
courent plus vite avec le microbiote de marathonien. Et d'ailleurs, on se rend compte aussi quand on prend deux types de souris, une souris avec microbiote et une souris stérile, donc sans microbiote, que les souris avec microbiote courent plus vite que les souris stériles. Donc le microbiote est fondamental pour la performance. En plus, il nous protège des infections. Or, un athlète infecté est un athlète qui ne s'entraîne pas, c'est comme une blessure, et c'est un athlète qui régresse. Donc c'est aussi éviter le risque de blessure. Donc on a identifié des souches intéressantes. Après, de là à l'exploiter de façon pratique et précise, c'est compliqué, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. On pourrait imaginer faire une greffe du microbiote de je sais pas quel athlète d'exception pour aller plus vite. Mais pour l'instant, on n'est pas encore à exploiter. Et puis, en fait, il y a beaucoup de souches qui sont très variées. Et, voilà. Mais en prendre soin, c'est clairement utile. Bah, c'était ma question. Comment prendre soin de son microbiote ? Là, on est en période d'hiver. Quelles seraient tes consignes ? L'ordonnance de Doc Fabrice. Alors, des prébiotiques. Donc, les prébiotiques, c'est les fibres. Donc, manger des fruits et des légumes. C'est les fibres dont se nourrissent le microbiote. Des polyphénols qui aussi maintiennent les polyphénols sont des antioxydants qu'on trouve dans les fruits et les légumes qui maintiennent le microbiote en pleine santé. Et en plus, le microbiote métabolise un peu les polyphénols et les rend plus assimilables pour nous. C'est les deux actions principales. Hein. Et par rapport à ces différents régimes que l'on voit fleurir sur les réseaux, du régime cétogène, le régime sans gluten, être vegan ou végétalien, est-ce que la science apporte des réponses précises sur les bénéfices ? Est-ce que ces différents régimes vont vraiment améliorer les performances des athlètes qui le mettent en place ? Alors, donc il y a beaucoup de régimes variés et différents. Donc, le régime cétogène, c'est très individu dépendant. On constate donc le régime cétogène, c'est manger très peu de glucides et manger beaucoup de graisse, et donc transformer son organisme qui va fonctionner qu'avec des graisses, enfin, principalement avec des graisses, et notamment qui fabrique à partir des graisses des corps cétoniques, des cétones, qui ont l'avantage d'aller jusqu'au cerveau et de servir de carburant pour le cerveau, alors que le cerveau ne fonctionne normalement qu'aux glucides. Donc en faisant un tel régime, on améliore la capacité de notre organisme à utiliser les graisses durant l'effort. Donc ce sont des athlètes qui peuvent aller courir des heures et des heures sans manger. Par contre, la filière de production du mouvement, de l'ATP avec les graisses est plus lent. Donc ces athlètes qui n'arrivent pas à accélérer autant qu'un athlète qui mangerait plus classiquement. Après, ça demande des connaissances particulières pour éviter les carences, parce que du coup, tu te retrouves sans fruits. Sans féculents, sans céréales, sans légumineuses, donc il faut adapter le régime. Mais globalement, c'est individu dépendant, certains vont améliorer, d'autres pas. Ensuite, tu as le régime sans gluten, ça va améliorer les performances. On n'a pas d'études scientifiques là-dessus. On a des études qui montrent que tu peux améliorer un peu ton confort digestif. Vraiment, qui montrent d'ailleurs qu'on n'améliore pas le confort digestif. Mais c'est des études qui ont été faites sur 45 minutes de vélo et 15 minutes de vélo intense derrière. C'est une séance qui est courte et qui favorise pas les troubles digestifs. Par contre, si effectivement tu as une maladie cœliaque, oui, il n'y a pas de souci, il faut l'arrêter. Donc pour le régime sans gluten, a priori, on n'a pas la réponse. On a le régime végétarien et tout ce qui s'accompagne. Il peut y avoir un bénéfice pour la santé si c'est un régime végétarien bien conduit. Bien sûr, si tu manges que des produits végétariens mais de mauvaise qualité, par exemple des chips, on va dire, tu vas pas améliorer ta santé ni tes performances. Concernant les performances, les études ne montrent pas de bénéfice du régime végétarien par rapport à un régime plus classique. Ensuite, tu as le régime paléo. Tu as des avantages au niveau de la santé, mais par contre, tu as des contraintes, c'est que tu n'as plus de céréales, tu n'as plus de légumineuses, donc tu vas manquer un petit peu de glucides. Donc il va falloir passer par d'autres sources de glucides et faire des adaptations. Alors tu as certains athlètes qui fonctionnent comme ça, mais qui font des entorses au régime à certains moments pour compenser ça. D'ailleurs, j'ai même des athlètes végétariens
avec qui j'ai travaillé qui font des entorses au régime végétarien à certains moments clés, en comprenant qu'à ce moment-là, c'est peut-être un peu mieux de faire autrement. Et voilà, mais après, le régime végétarien, c'est aussi en accord avec tes principes, donc tu peux t'y adapter. Tout cela mérite quand même d'être réfléchi. Alors après, Fabrice, je connais ton point de vue sur la complémentation, sur ce que l'on peut apporter en plus d'une alimentation équilibrée et saine. Est-ce que les compléments alimentaires ont vraiment un réel intérêt ou est-ce que dans l'alimentation, on va pouvoir trouver tout ce dont on a besoin ? Mon principe, c'est l'alimentation avant tout. C'est d'essayer de trouver le maximum dans l'alimentation. Alors, il y a des fois, il y a des compléments qui sont utiles. Oui, par exemple, la vitamine D en hiver, sous nos latitudes est importante parce qu'elle permet de lutter contre les infections, elle permet de favoriser la construction de l'os, donc ça c'est important. Il y a éventuellement des oméga 3, mais le problème c'est que si tu te mets complètement si tu cherches à faire que des compléments et que de l'autre côté tu enlèves pas les oméga 6, c'est-à-dire que si tu changes pas ton alimentation et que tu prends que des compléments et que ton alimentation était déjà moyenne au début, tu vas pas réussir à équilibrer la balance parce que tu vas rajouter d'un côté mais tu vas pas enlever de l'autre, donc la balance va être difficile à équilibrer. Après, on n'a pas fait de travail spécifique sur d'autres compléments parce que comme tu l'as dit, c'est pas quelque chose que j'aime mettre en avant, ça doit rester occasionnel et pour moi le principe c'est de faire vraiment essentiellement avec l'alimentation. Alors sur toute cette écriture, ce livre, je rappelle, qui vient de sortir aux éditions Thierry Soucard, La science de l'endurance, 40 découvertes qui vont améliorer vos performances. Qu'avez-vous appris qui a vraiment révolutionné votre point de vue sur vos croyances et vos pratiques ? Xavier, je t'écoute. Moi, c'était l'altitude et les lactates, je dirais, où vraiment, parce qu'après j'avais quand même pas mal suivi déjà, et puis on avait pas mal de discussions avec Fabrice sur tout ce qui était microbiote ou autre, qui est clairement pas mon domaine de spécialité. On peut pas être bon partout. En fait, avoir eu la certitude enfin que non, le corps ne produisait pas d'acide lactique et que on ne parlait bien que de lactate, l'avoir deux, trois fois vu, entendu, mais sans certitude, et puis vraiment se plonger dedans et se rendre compte que il y a pas d'acide lactique dans le corps et qu'il va falloir peut-être 40 ans, 50 ans pour qu'on arrête abusivement d'utiliser ce terme d'acide lactique qui est encore utilisé largement, y compris dans des bouquins de physio, ce qui est encore bluffant, y compris enseigné dans certaines facultés encore à l'université. Il y a encore des gars qui n'ont pas remis à jour leur cours. Ça, moi, ça a été la plus grosse claque de vraiment avoir cette certitude, où j'avais encore quelques doutes, on va dire, où vraiment maintenant, voilà, on peut affirmer qu'il n'y a pas ça. Et puis tout ce qui était en lien avec l'altitude. Alors après, j'ai eu la chance aussi de recevoir Vincent Pialou au micro de Libex Talk pour parler de ça, qui lui, c'est après derrière Grégoire Millet, un des plus grands spécialistes sur l'altitude, et de vraiment voir l'ensemble des adaptations possibles. Et puis surtout qu'en fait, c'est peut-être certainement globalement inutile pour 95% des trailers, mais qu'il faut s'exposer à l'altitude, mais pas forcément aller s'entraîner en altitude, que c'est très dur à mettre en place, qu'il peut y avoir des problèmes au niveau écologique ou autre de mettre ça en place. Mais c'était vraiment les deux grosses claques. Après, tout l'ensemble du reste, c'était des remises à jour ou affiner un petit peu des connaissances. Mais ça, c'était les deux grosses claques, on va dire, en lisant vraiment la littérature où tu dis merde, il y a vraiment des choses où j'avais des croyances et j'avais tendance à les véhiculer de manière erronée. Et là, c'était vraiment chouette. Fabrice, de ton côté, je sais que tu es chercheur et que tu aimes aller te plonger dans les études, mais qu'est-ce que tu as appris qui a un peu révolutionné ou modifié ton point de vue sur tel ou tel aspect de l'entraînement, de la nutrition ou de la musculation ? Alors, celui où j'ai le plus découvert de choses, c'est sur le microbiote. Après, de là, exploiter, c'est compliqué. Là où j'ai trouvé quelque chose que je savais déjà, mais ça m'a remis les idées en place, c'est sur le sommeil, où je sais qu'il faut que je m'applique encore plus sur le sommeil. Et sur une autre chose qui a vraiment révolutionné mes séances, c'est sur les séances d'intervalle à fractionner, où j'ai découvert des séances. Et finalement, certaines séances que je faisais étaient peut-être un peu légères, et on peut faire un peu plus performant. Et donc, je me suis mis quelques séances qui m'ont un petit peu poussé dans mes retranchements, mais je crois que tu les as testées.
Ce fameux petit Jiménez, là, il me fait mal, celui-là. Alors celui-là, je le connaissais depuis un bout de temps, mais c'est celle en dégressif qui me plaît bien, mais qui me fatigue bien à chaque fois. Alors, vous êtes appuyé également sur des sportifs de haut niveau qui ont apporté leur témoignage. C'était une façon d'apporter également une crédibilité où ces champions se sont prêtés gentiment et assez simplement à vos requêtes pour donner également leur retour et leur expérience. Alors, je ne sais plus comment l'idée nous est venue, mais retrouver peut-être en lisant le sommeil et en écrivant le sommeil, Éric Le Blaché que tu as déjà eu en podcast, qui du coup avec ses épreuves de longue distance est habitué à gérer le sommeil. Je me suis dit qu'avoir le partage d'expérience d'athlète, c'était vraiment intéressant. Donc j'en ai parlé à Xavier et puis on a couru là-dedans et on a eu de la chance d'avoir de nombreux athlètes de haut niveau, super gentils, qui nous ont partagé leur expérience, qui nous ont témoigné d'expériences intéressantes, avec des dialogues qui sont, enfin des gens qui sont vraiment sympas et abordables, qui nous apportent plein de choses. Alors, ils collent pas toujours avec le thème, mais en fait leur expérience permet de voir comment on peut exploiter de façon différente chacun des thèmes dont on parle. Oui, parce qu'au départ, on voulait juste faire nos retours d'expérience par rapport au chapitre. On s'est dit que ça ferait un peu cheap quand même au final, de sans arrêt dire moi je. Et c'était l'envie d'aller demander à des gars qui ont des bonnes perfs et puis des fois qui le font de manière purement intuitive et ça colle plus ou moins à la science. Mais c'était vraiment intéressant d'avoir ces retours-là. Ouais, puis ils sont vraiment tous super sympas, ils sont tous abordables, ils ont tous partagé leur expérience et on apprend beaucoup à leur contact, on apprend beaucoup en les écoutant et en les laissant parler de la façon dont ils font. Et moi, je tiens à les remercier vraiment beaucoup parce que c'était à chaque fois des moments super agréables avec eux où il y a vraiment du partage et j'espère que vous en profiterez tous, quoi. Alors moi les garçons, je tenais également à vous remercier pour votre accompagnement, pour vos conseils, parce que au-delà du podcast, eh bien, nous échangeons régulièrement. Xavier pour la partie entraînement, Fabrice pour la partie nutrition, et grâce à vous, je progresse. Alors je vais pas dire que j'ai pas attendu le livre qui vient de sortir aux éditions Thierry Soucard pour progresser, mais voilà, je vous remercie humblement de votre disponibilité et de tout ce que vous m'apportez depuis ces nombreuses années maintenant, parce que depuis que le podcast a été créé, nous sommes en relation et c'est un fil qui ne se détend pas mois après mois. Merci pour ton accueil et merci de nous offrir ces moments toujours agréables de discussion. Ouais, c'est un moment posé où on est bien. Un petit café, c'est parfait. Un grand merci encore pour ton invitation, pour le livre et puis pour l'ensemble des échanges qu'on a hors micro. Alors, moi, je vais rappeler pour les auditeurs, si vous souhaitez progresser et apprendre à travers la science, eh bien, procurez-vous tout de suite le livre de Xavier et Fabrice, La science de l'endurance, 40 découvertes qui vont améliorer vos performances. C'est tout frais, c'est aux éditions Thierry Soucard. Merci les garçons et je vous souhaite un bon début d'année 2024 avec sans doute de nouvelles séances, des projets. Quelle sera votre actualité respective ? Alors moi, de mon côté, essayer de retrouver, comme je disais en début de podcast, une bonne forme et du plaisir à courir. J'ai pas encore pu voir les dossards que je vais réussir à mettre cette année. J'aimerais bien en remettre un. Et voilà, déjà retrouver un bon état de forme, une grosse envie de faire du sport. Et puis après, au niveau pro, je continue avec Ibex Outdoor, le petit podcast Ibex Talk qui est un pur bonbon, un pur plaisir on en avait discuté de faire ça. Et puis on va voir avec Fabrice pour peut-être le tome 2 qui va essayer de cheminer pendant cette année et ça sera déjà pas mal du tout. Écoute, moi je suis parti, je me suis inscrit pour mes premiers dossards, donc ça y est, donc de version triathlon avec plutôt Half Ironman. Peut-être me tourner un peu vers les triathlons en montagne pour m'amuser un petit peu. Même si je suis pas grimpeur du tout, mais c'est pas grave, le plaisir avant tout. Et puis après, on verra au fur et à mesure.
Eh bien, merci à vous deux. Et pour les auditeurs, eh bien, je vous dis à très vite, c'est-à-dire la semaine prochaine, pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. N'hésitez pas à aller dans vos librairies ou sur les réseaux pour trouver le livre de Xavier et Fabrice, que je remercie à nouveau pour cet échange. Belle fin de journée à vous, messieurs. Et bien, merci à toi aussi. À bientôt. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire. Ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.